Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la startup Les Marmites Volantes. C'est pas une formule magique, c'est une vraie startup en levée de fonds sur SoWeFund. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. C'est parti. Je suis donc sur le site de SoWeFund, je suis sur la page Les Marmites Volantes, comme tu le vois, restauration responsable, savoureuse et conviviale au quotidien. Je suis armé de mes critères d'investissement. Comme d'habitude, si tu ne connais pas mes critères d'investissement, mets cette vidéo sur pause, je serai encore là après, promis. Et va les télécharger dans la description de la vidéo juste en dessous. Tu déroules la vidéo et tu vas pouvoir télécharger mes critères d'investissement. C'est un document de quelques pages où je t'explique ce que je raconte quand je parle de scalabilité, d'effet d'échelle et d'unfair advantage, que tu comprennes ma démarche et ma vidéo. Et bien sûr, si tu as l'habitude de voir mes vidéos, que tu veux aller plus loin, je te recommande vivement la lecture de mon livre. Il y a plus de 150 pages sur mes critères d'investissement justement. Et ce livre, tu le trouves dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon ou en gratuit en version papier que je t'envoie directement chez toi. Je me propose de te l'offrir. Il suffit simplement que tu payes les frais de port pour profiter de cette offre. Tu retrouves ça dans la description de la vidéo juste en dessous. Tu payes les frais de port et moi je paye le livre de ma poche et je te l'envoie chez toi en version papier pour que tu puisses le lire. Maintenant que cette petite page publicité est refermée, on va attaquer tout de suite avec les marmites volantes. Donc, les marmites volantes proposent des recettes saisonnières réalisées à partir de produits frais en provenance de producteurs majoritairement agriculture bio en respectant une charte qualité. 3 activités complémentaires, restauration sur place ou à emporter, livraison en entreprise et restauration collective. Donc c'est tout simplement un traiteur bio, enfin un traiteur disons responsable, avec un engagement dans tout un tas de domaines. C'est livré à vélo, donc il n'y a pas de pollution. Ils embauchent des gens en réinsertion, ils ont que des circuits courts, ils utilisent des bocaux et du stockage en verre, donc recyclables, etc. etc. Donc c'est le top du maximum que tu puisses avoir en termes d'entreprise responsable, d'entreprise verte, etc., etc. Ça a été créé il y a 8 ans et voilà, c'est la livraison à vélo de repas responsable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire immédiatement? On peut déduire immédiatement qu'il y a un marché énorme, gigantesque. Jamais les marchés de la nourriture, déjà il y a quand même 7 milliards d'êtres humains à nourrir, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et puis, il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent consommer responsable, donc ça c'est super. On en déduit aussi immédiatement, malheureusement, qu'il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle comme on peut les avoir dans des produits 100% digitalisés. Là on est sur des produits physiques. Pour chaque repas vendu, il faut produire le repas, il faut acheter les produits, les matières premières, les ingrédients, il faut payer les salariés, les cuistots, les chefs, les livreurs, etc., etc. Donc on n'a pas une scalabilité des effets d'échelle. Pour ce qui est de la monétisation, bon bah c'est facile, ils vendent leurs repas, hyper simple. Et bien sûr, on va s'intéresser à la marge, on va s'intéresser à la traction, à l'équipe, à l'unfair advantage. Alors, la traction, je crois, est très bonne, puisque ça a été mentionné dans la vidéo. Sur les 2 dernières années, l'activité a augmenté de 70%, permettant d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires début 2020. Donc c'est assez énorme d'augmenter de 70% en 2 ans, alors que la boîte existe depuis 8 ans. Donc ils ont commencé tout doucement, et puis là, ces 2 dernières années, il y a eu finalement une grosse augmentation. On a peut-être la courbe, je ne sais pas si on a la courbe sur le passé. Non, là on a que les courbes futures, mais il y a eu déjà une très très belle augmentation. On va revenir sur la... Voilà. Donc il y a une traction, il n'y a pas de souci, on peut le dire. Il y a une vraie traction, donc ça c'est vraiment super. Ensuite, nous descendons. La problématique, bien sûr, c'est le gaspillage, les déchets, les circuits pas assez courts, l'impact, les gaz à effet de serre, etc., etc. Ils arrivent à répondre à tout un tas de problématiques à la fois, ce qui est assez extraordinaire. Donc le concept, les produits et les services, restaurant sur place ou à emporter, livraison en entreprise. Ils ont pour clients la mairie de Paris, Ubisoft, Amnesty International, la RATP, donc c'est assez chouette en termes d'entreprise. Valeur ajoutée et éléments différenciants. Alors éléments différenciants, bien sûr, moi j'entends unfair advantage. Qu'est-ce qui empêche demain un concurrent, toi et moi, on s'appelle et on veut faire un resto, de la livraison, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Alors on va zoomer un petit peu parce que c'est très petit et c'est un peu flou du coup. Donc produits frais locaux, approvisionnement bio, par le producteur en personne pour favoriser le circuit court, 380 km, d'accord. Tout ça c'est des choses bien, des œufs de vraies poules ont été utilisés, 60 stagiaires en formation, mais c'est des choses qui sont réplicables. L'équivalent de 2 fois le tour du monde à vélo, ça c'est marrant, assurer un vélo cargo et ça a évité 12 tonnes de CO2. Donc ça c'est très bien, mais c'est pas un unfair advantage, c'est pas un avantage injuste puisque n'importe qui peut faire la même chose. Ils ont 2 restaurants dans Paris, 500 000 repas servis, donc ça c'est l'attraction, et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés en tout, dont 1 million d'euros en 2020, ce qui est super, ça te montre qu'il y a une accélération.
Donc ils ont su résister au Covid, tout ça c'est très bien. On va aller voir l'offre complète. Alors en fait, je trouve que c'est pas hyper bien fait. On a l'offre complète, ça reprend la synthèse, mais ça nous redit les mêmes choses qu'on vient de voir sur la page d'avant. Bon, c'est pas grave. Donc en hausse de 300% en 2019. Hein, donc vraiment l'attraction, il n'y a aucun problème, elle est vraiment superbe. D'accord ? Ok. Le concept, tac tac tac, le produit et service, tout ça on a vu, donc Montreuil, Jaurès, la Goutte d'Or, ok super, restauration collective, La Chapelle, valeur ajoutée, éléments différenciants, donc un excellent rapport qualité-prix, j'en doute pas, approvisionnement responsable, tout ça c'est les chaînes d'approvisionnement, d'accord, un fort engagement social, ouais 23/24 en CDI, donc tout ça c'est évidemment des choses très très positives, mais c'est pas unique, c'est facile à recopier, livraison en mobilité douce, stratégie d'acquisition, restauration collective, modèle économique, donc la vente des plats. Bien sûr, il faut qu'on aille voir la marge. C'est pas... Ah si, c'est quand même écrit ici. Donc coût en matière 30%, masse salariale 40%, loyer 10%, entre charges 10%. Donc 30 et 40, 70, 80, 90. Donc on a une marge de 10%. Ce qui dans la restauration est normal. Mais évidemment insuffisant pour obtenir une note verte ici de ma part. Donc, et c'est l'un des inconvénients entre guillemets de la restauration, c'est qu'on est sur des faibles marges. D'accord, au moins on a la marge, c'est très simple. Donc, tac tac tac, le marché, d'accord, le manger sain, la concurrence, l'utilisation des fonds, le plan d'action, ok. Alors, l'unfair advantage, il reste des choses encore, pardon, je continue de scroller, je vois que ça continue, mais c'est bien, on a beaucoup d'infos. Donc, effectivement, l'unfair advantage, il n'y en a pas. Le seul unfair advantage qu'on pourrait avoir, c'est en fait les deals déjà signés avec les clients, c'est-à-dire, je t'en ai parlé à l'instant, Ubisoft, la RATP, on va sûrement les trouver ici quelque part, je sais plus où. Si j'arrive à scroller, non, j'y arrive pas. Non, il veut pas. Ah voilà, pardon. Voilà, ici. Ça pourrait être l'unfair advantage. En disant oui, mais ils ont déjà la mairie de Paris, ils ont déjà Ubisoft, donc si toi et moi demain on veut faire la même chose, la Fondation Abbé Pierre, on les aura pas. Mais en fait, c'est pas un unfair advantage pour la simple et bonne raison que il existe une quasi-infinité, ou pas une infinité, mais disons des millions d'entreprises en France qui peuvent être intéressées, qui peuvent être clientes. Donc ça, c'est des noms connus, bien sûr, Ubisoft, la RATP, c'est des noms connus, mais il y a plein d'autres noms connus d'entreprises françaises. Si demain, toi et moi, on crée la même chose, on peut aller avoir comme client des boîtes françaises connues, j'en sais rien, L'Oréal, LVMH, tu vois, les grandes boîtes françaises connues du CAC 40, Dassault Systèmes, j'en sais rien, Thales, etc., etc. Donc, c'est pas un unfair advantage, on aura peut-être pas ces mêmes boîtes-là exactement, on pourra peut-être pas leur piquer Ubisoft ou à la RATP, mais il y a plein d'autres boîtes. Donc, c'est le seul unfair advantage que je voyais, et il n'y en a pas d'autres, donc pour moi, il n'y a pas d'unfair advantage, puisque n'importe qui, d'une certaine manière, peut le faire. Malheureusement. Alors, allons voir l'équipe. Je remonte tout en haut, et ici, équipe, on va avoir ici Ariane, la directrice générale, Juliette, directrice commerciale et communication, et Émilie, qui est peut-être directrice d'opération, je ne sais pas si elle est cofondatrice. Julie, je ne pense pas qu'elle soit cofondatrice, puisque c'est développement, restauration collective. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil, mais je ne crois pas. Et puis on a les advisors, conseils, mais qui nous intéressent moins pour ici. Donc, Ariane, la cofondatrice et dirigeante. Elle fait ça donc depuis 2018. Tiens, c'est étrange. Bon, je croyais que ça faisait 8 ans. Elle a fait ESCP, donc un profil plutôt école de commerce. Ensuite, on a Juliette. Elle a aussi un profil école de commerce parce qu'elle a fait Neoma Business School, chargée de développement, mais seulement depuis 2 ans. Avant, elle faisait autre chose, donc je ne pense pas qu'elle soit la cofondatrice. Donc on va quitter. Émilie, les marmites volantes, responsable des opérations depuis 2018. Je ne sais pas si elle est cofondatrice, c'est étrange. Et Julie, où on pensait de base pas qu'elle était cofondatrice, mais elle, ça fait 5 ans. Donc en fait, elle est chef. C'est la cuistot. Très étrange. Ce qui voudrait dire qu'Ariane serait la seule fondatrice, parce que Juliette et Émilie, on a vu ça faisait depuis 2 ans. Or, les marmites volantes existent depuis 8 ans. Hein. C'est créé il y a 8 ans. J'ai pas vraiment d'informations précises sur l'équipe, ce qui est un peu embêtant. En fait, on va aller voir ici dans l'analyse et les chiffres, on va savoir combien de capital. Voilà, Ariane. Donc elle est seule fondatrice. Et les 4 actionnaires historiques, qui sont peut-être les autres, c'est étrange. Bon, il y a 4 actionnaires historiques quand même, mais est-ce que les 4 actionnaires, ce sont les gens de l'équipe qu'on voit là, ou est-ce que on a Thomas, Business Angel, on a ici Boniface, on a Sarah qui est DFA externalisée. Est-ce qu'elle est actionnaire?
est-ce que les 4 actionnaires historiques, ce serait Juliette, Julie, Émilie et Thomas? C'est pas clair, on voudrait y voir. Alors peut-être d'ailleurs, tiens, dans les documents qu'on va y voir plus clair, statut, liasse fiscale, est-ce que dans les statuts on va avoir ça? Ou dans le cabis, les bouffsquetaires, ça s'appelle série. Ah, structuration juridique et actionnariat, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, structuration juridique, Ariane, Manuel, Leilo, Madelana et Bertrand. Donc tu vois que, en fait, c'est pas les mêmes. Hein. Tous ceux-là, ils apparaissent pas. Donc, on a bien ici une équipe qui est composée d'une seule cofondatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a que Ariane qui est actionnaire. Juliette, Julie, Émilie ne sont pas actionnaires. Et donc, c'est comme si on avait une fondatrice seule, puisque les autres ne sont pas impliqués dans l'équipe, puisqu'ils n'apparaissent pas ici. Et donc, si ma lecture est bonne, c'est un peu compliqué, mais puisque ces gens-là sont dans l'équipe mais ne sont pas actionnaires, c'est comme si elle était seule fondatrice aux commandes, puisque les autres fondateurs, Manuel, Leilo, Madalena et Bertrand, ne sont pas actifs. Donc, on a une équipe d'une fondatrice seule, ce qui est évidemment un critère négatif. On y arrive. Enfin, il nous reste la valorisation qu'on trouve ici. Et cette valorisation, donc je cherche à lever 200 000 euros sur cette valorisation-là, qui est pas mal. Alors évidemment, c'est une boîte qui perd de l'argent, donc comme d'habitude, ça m'est arrivé souvent de dire une boîte qui perd de l'argent ne vaut rien, ce qui est pas faux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas prévu de gagner d'argent avant un petit moment, hein, ce qui est plutôt inquiétant. Ils prévoient de perdre de l'argent en 2021, en 2022, en 2023. Quand même un peu, voilà. Je t'avoue que je sais pas comment sont valorisés les restaurants en fonction de leur chiffre d'affaires, de leur marge, etc. Évidemment, moi j'aurais tendance à vouloir valoriser en fonction de la marge. Donc s'ils ont 10% de marge, sur 800 000 en 2020, ils ont fait 80 000 euros de marge. Et donc 2,3 millions, 2300 divisé par 83, ça fait qu'ils seraient valorisés à 27 fois leur marge. Et encore, c'est leur 27 fois leur marge. Ce qui est évidemment très élevé pour un business physique dans la restauration. Donc oui, en fait, vu comme ça, la valorisation est un peu élevée. Ça m'a pas choqué en fait parce que 2,3 millions, j'ai mis ça en relation avec les 1 million de chiffre d'affaires. Je me suis dit, bon, ça vaut 2 fois le chiffre d'affaires, un peu plus de 2 fois. Ok. Sauf qu'en fait, c'est 830, alors je sais pas pourquoi. C'est accumulé 1,3 million. Enfin, il y avait écrit qu'ils avaient dépassé le million en 2020. En fait, ils l'ont pas dépassé, ils sont à 830 000. Donc, tu vois, ça ferait que 3 fois le chiffre d'affaires. Bon, ok. Mais par contre, après, tu regardes la marge, puisque c'est de la restauration, et tu regardes le résultat net, et tu te dis qu'effectivement, la valorisation est peut-être un peu élevée. Difficile. Encore une fois, c'est pas les boîtes que j'ai l'habitude moi de valoriser, puisque moi j'ai l'habitude de valoriser des startups technologiques qui peuvent, pourquoi pas, valoir 27 fois leur revenu, leur marge. Ici, on a quand même un résultat net négatif et une marge, voilà, très très faible, 10%, donc 80 000. On en serait à 27 fois la marge. Je suis quand même obligé de dire que la valorisation me paraît probablement élevée par rapport à tout ça, par rapport à ces éléments-là que je lis sur les éléments financiers que je vois ici. Mais c'est peut-être à débattre, peut-être que quelqu'un qui a une expertise vraiment pointue de la valorisation des restaurants peut en commentaire apporter des précisions. Je trouve dans tous les cas que c'est cher. Voilà. Et voilà pour mon analyse des marmites volantes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord sur ces critères-là. Est-ce que toi tu investirais ou pas dans les marmites volantes? Et bien sûr, si tu veux savoir si j'investis ou pas, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement. Dans ce club privé, surtout, je te donne rendez-vous si tu as envie d'investir avec moi dans des startups dans la Silicon Valley à fort potentiel dans lesquelles j'investis mon propre argent. Donc le club Léonis Investissement, c'est des startups que je vais trouver moi-même dans la Silicon Valley, dans lesquelles je décide d'investir mon argent perso et dans lesquelles je propose aux membres du club d'investir avec moi. On est un peu plus de 350 aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Et si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour voir les prochaines vidéos, les prochaines analyses. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.